Bienvenue. Donc là, on va s'attaquer directement à l'imagerie digestive, qui est une bonne partie, qui est important à connaître. Ce que j'ai pu relever en regardant un petit peu le collège, c'est que cette première partie sur l'anatomie de base, pour moi, elle est importante à maîtriser. Donc je vous invite à prendre le collège et à travailler directement dessus pour apprendre au moins cette anatomie. On va la reprendre ensemble directement là sur un scanner classique pour voir comment vous allez pouvoir l'adapter. Donc on va la commenter ensemble, mais je vous invite, je ferai une vidéo également dédiée spécifiquement sur l'anatomie digestive, mais le but c'est de ne pas faire une vidéo trop à rallonge où je vais pouvoir vraiment regarder les pathologies avec vous et qu'on puisse avancer sur ce sujet-là. Ok, donc je vous invite vraiment à soit prendre à la bibliothèque le collège, soit directement à le prendre sur Clinical Key et travailler cette anatomie de base au début. Nous, ce qu'on va faire ensemble, c'est de regarder un scanner comme ce que j'ai fait dans la vidéo introduction et de regarder un petit peu les différentes choses à savoir dessus. Donc on va se mettre en haut et on va regarder les principaux organes, les principales structures qui à mon avis sont à connaître. Après vous pouvez vous amuser à apprendre de manière plus précise les choses, mais c'est important de connaître au moins l'anatomie de base. Donc déjà ce que vous voyez ici, c'est qu'on va avoir les coupoles diaphragmatiques parfois en limite de champ. Donc quand on scrolle ici et quand on est là, c'est pas un pneumopéritoine qu'on va avoir là, c'est vraiment la base la base pulmonaire. Donc on va avoir le lobe inférieur droit ici et le lobe inférieur gauche à cet endroit-là. D'accord? Donc ça c'est important déjà de le savoir. Et après, donc on a déjà expliqué que quand on regardait le patient ici dans une coupe axiale, nous allons avoir la droite du patient ici avec le foie bien sûr et la gauche du patient à cet endroit-là. Donc bien sûr, pas très compliqué, nous avons le foie avec ici, vous le voyez, donc quand on commence tout en haut, la veine cave inférieure, pardon, donc veine cave inférieure, dans laquelle va se drainer les veines hépatiques. Donc on a trois veines hépatiques avec la veine hépatique droite, la veine hépatique moyenne et la veine hépatique gauche qui part ici, d'accord? Donc là on a les trois veines hépatiques avec ici un petit tronc commun entre la moyenne et la gauche, mais ce n'est pas dramatique. Voilà, donc les veines hépatiques à connaître. Ensuite, ce qui est important, bien sûr, c'est le tronc porte qui va arriver ici et donc qui va donner dans un premier temps la branche portale droite ici et dans un autre temps la branche portale gauche à cet endroit. On la voit plus facilement lorsque on se met dans le plan coronal, ce que nous allons faire immédiatement. Hop là, donc petit souci. Voilà, donc là on va se mettre dans le plan coronal pour que vous voyez un petit peu mieux ce tronc porte qui est ici. Voilà, donc là on le voit bien arriver avec une branche qui va ici à gauche et une branche qui va aller ici. Donc une branche qui va ici à gauche et une branche qui va ici à droite. Ok, voilà, donc ça c'est l'anatomie du tronc porte. C'est important également que vous vous entraîniez à regarder un petit peu les imageries en coronal parce que c'est une vue qui est appréciée par les chirurgiens, parce que c'est une vue que lorsque eux ils vont ouvrir le patient, ils vont voir le patient de cette manière-là. Donc c'est un petit peu intéressant de s'entraîner à le voir comme ça. On verra ensemble, on va regarder ensuite le tube digestif. Mais vous voyez déjà que de la même manière, ici la droite du patient est à gauche de l'image et la droite de l'image correspond à la gauche du patient. Avec ici, nous avons le rein gauche, ici le rein droit, d'accord, avec en haut la rate, le foie ici, l'estomac qui va arriver ici directement au niveau donc de la coupole diaphragmatique. Donc on va se remettre dans ce plan-là. Vous voyez l'estomac et ici, clac, l'estomac. On peut parfois apercevoir de ce qu'on appelle des hernies hiatales. Là, ce n'est pas le cas, mais voilà, vous pouvez des fois voir passer, on le verra dans les pathologies dédiées, mais on peut voir un passage du contenu gastrique à l'intérieur de cette hernie-là. Voilà, donc ici les deux reins avec le rein gauche, le rein droit bien sûr, le pancréas qui est à cet endroit-là, un petit peu hop, longiligne comme ceci et qui va ici mouler le tronc veineux spléno-mésaréique. Donc ça c'est le pancréas à bien connaître avec ici la voie biliaire principale, tac tac tac, et qui va remonter ici à l'intérieur du foie. Ok, voilà. Donc ça, vous avez les principaux organes avec les glandes surrénales qui ne sont pas toujours faciles à voir. Ici à gauche, elle est plus simple à voir, elle est de cette forme-là, donc je vais vous la dessiner pour que vous puissiez vous en rendre compte un petit peu. Mais ici, clac, et ici, là, vous avez les deux bras de la surrénale gauche. Et à droite, elle est toujours un petit peu plus collabée, donc c'est plus difficile à voir, mais elle est à peu près là et là. Ok, voilà, donc elle est vraiment ici cachée. Je vais zoomer pour que vous voyez un petit peu plus facilement. Voilà. Donc ça, c'est pour les gros organes de base à connaître. Bon, normalement, vous avez le niveau pour connaître un petit peu ça. Ce qu'on peut voir également, c'est essayer de suivre le tube digestif. Vous voyez que le côlon, il est difficile le grêle, il est difficile à suivre parce qu'il y a beaucoup d'anse. Donc nous, ce qu'on peut s'amuser à suivre, c'est l'intestin, le côlon. Donc pour suivre le côlon, le plus simple, c'est de partir du bas et après de remonter. Donc évidemment, nous avons tout ce qui est canal anal, rectum, et ensuite, nous allons pouvoir avoir le sigmoïde qui va être ici, tac, 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 le sigmoïde qui est là.
hop, avec la boucle sigmoïdienne, le côlon gauche ensuite, qui va pouvoir remonter. Et vous verrez qu'il y a plusieurs parties du côlon qui sont plus ou moins fixées. Et en fonction de la fixité du côlon, nous allons avoir des anatomies entre guillemets qui sont plus ou moins différentes. Il y a certains patients qui auront des côlons transverses qui sont vraiment assez hauts et très transverses. Et vous verrez que chez cette patiente, on a un côlon transverse qui tombe beaucoup. Donc il redescend pas mal, hop hop hop, on descend, on est là, on le suit toujours, vous voyez ma souris, on descend, et on va continuer à descendre sur ce côlon transverse qui est quasiment à hauteur du côlon sigmoïde à cet endroit-là. Il ne faut pas s'inquiéter, il est là, il est là, il est là, il est ici, tac 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 tac, hop, et là on voit qu'il va donner hop, quelque chose qui va ici, et voilà, et donc on a un côlon transverse avec un côlon droit qui, pareil, va être assez bas, et un bas-fond sécal qui va jusque vraiment ici quasiment au niveau pelvien. Donc ça arrive, ça va dépendre un petit peu, notamment chez cette patiente qui a une grosse hépatomégalie, donc il va repousser finalement le tube digestif et le côlon vers le bas. Donc ensuite, l'organe à connaître également, c'est l'utérus qui est là avec beaucoup de varices périutérines. Ça arrive chez des patientes qui peuvent avoir des congestions pelviennes, des reflux, des choses comme ça. Ok, voilà. Donc en termes d'anatomie classique sur l'abdomen, je ne vais pas aller plus loin dans cette vidéo parce que le but c'est d'aborder bien sûr les différentes pathologies, mais c'est pour que vous ayez une première version. On fera une vidéo plus détaillée sur vraiment l'anatomie précise où on verra slide par slide toutes les structures anatomiques et on ira les voir ensemble en même temps sur le scanner. Sachez quand même que si vous devez savoir aussi quelque chose, ce sont les différentes artères qui vont sortir de l'aorte abdominale. C'est pas très compliqué. Nous avons l'aorte avec ici le tronc cœliaque qui va sortir, qui va donner ensuite l'artère hépatique commune, ici avec l'artère gastro-duodénale qui va s'en détacher, qui va partir vers le bas ici au niveau bien sûr péripancréatique. Voilà, donc ça c'est l'artère gastro-duodénale. Une fois que l'artère hépatique commune a donné l'artère gastro-duodénale, elle va se transformer en artère hépatique propre qui elle finalement va vasculariser le foie avec l'artère hépatique droite et l'artère hépatique gauche. Vous avez juste en dessous l'artère mésentérique supérieure, à cet endroit-là, qui va aller vasculariser tout le tube digestif, une grande partie de l'éon et surtout le côlon droit. D'accord ? Ensuite, ici, de chaque côté, vous allez avoir les artères rénales. Vous voyez que chez cette patiente, il y a une variante avec deux artères rénales gauche. C'est issu de la réalité, donc c'est pour ça. Des fois, on vous montrera des patients qui ont deux artères rénales. C'est des variantes de la normale, ça existe. Ok, voilà. Et après, vous allez avoir les jambages iliaques de chaque côté. Vous voyez qu'il y a aussi une variante avec une artère rénale droite basse. Donc là, on a carrément trois artères rénales droites. Ça s'appelle une artère rénale polaire. D'accord. Et donc ensuite, l'aorte qui va se dissocier en artère iliaque commune de chaque côté. Et après, l'iliaque commune va se donner l'artère iliaque interne à cet endroit-là et l'artère iliaque externe à cet endroit-là. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour l'anatomie classique. On va aborder ensemble maintenant les différentes pathologies pour qu'on puisse vraiment avancer dans cette compréhension globale de l'imagerie digestive, et après on ira plus profondément dans chaque pathologie au fur et à mesure et également dans l'anatomie de manière plus précise dans des vidéos dédiées. Ok, donc on va retourner directement ici et je vais avancer jusqu'à tac, hop, on va se mettre là. Voilà, donc on va attaquer avec la première pathologie qui est l'appendicite aiguë. C'est une pathologie que vous devez connaître et qui est importante à savoir. L'examen en première intention va être l'échographie qui va nous permettre de voir un appendice qui est augmenté de volume, d'accord, qui va être supérieur à 6 mm avec un épaississement de ses parois. Ce qu'on peut voir, c'est comme en scanner, on a vu dans la vidéo introduction que quand on a une infiltration de la graisse autour de l'appendice, autour des structures digestives, ça voulait dire qu'il y a une inflammation. En échographie, ça peut être la même chose, même si c'est plus difficile à voir parce qu'on a un aspect hyper échogène de la graisse qui va être périappendiculaire, qui va traduire son inflammation. C'est un aspect plus difficile à voir. Ici, vous avez une graisse qui est plutôt noire, plutôt normale, et ici, une graisse qui est plutôt blanchie, qui traduit de son inflammation. Mais ce n'est pas toujours facile à voir, donc sachez que ça existe. Si on vous dit aspect hyper échogène de la graisse périappendiculaire, vous dites oui. Si vous arrivez à le voir, tant mieux, mais ce n'est pas toujours évident, c'est pas toujours classique. Okay, parfois, on va avoir un épanchement intrapéritonéal qui va traduire les signes de souffrance et donc l'aspect réactionnel du tube digestif, enfin l'aspect réactionnel du péritoine, mais pareil, c'est inconstant, mais quand vous le voyez, ça veut quand même dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en intrapéritonéal et que ça commence à réagir. Donc nous, quand on fait une échographie abdominale chez un patient et qu'on va suspecter par exemple une appendicite aiguë, on va faire une échographie aux urgences et quand on voit, la première chose qu'on va regarder, c'est s'il y a de l'épanchement. S'il y a de l'épanchement, ça veut dire qu'il est en train de se passer un truc, donc il faut qu'on trouve. Alors que si on n'a aucune lame d'épanchement, qu'on regarde l'appendice, qu'on a du mal à le voir, mais qu'on n'a aucun épanchement et que le patient n'est pas extrêmement douloureux, qu'il y a une CRP normale, ben ça va vraiment nous conforter et nous
nous rassurer. Alors que si le patient a beaucoup d'épanchements, qu'il a une CRP élevée et qu'on n'arrive pas à avoir l'appendice, il va falloir continuer à chercher. Donc vous voyez, c'est pas toujours noir ou blanc, mais ça permet d'avoir un maximum d'arguments qui va dans un sens ou bien dans l'autre. Okay, et après, voilà, on peut voir également un stercolite sous forme d'une image hyperéchogène, donc image hyperéchogène avec un cône d'ombre postérieur que vous voyez ici. Donc ça, c'est l'aspect classique d'un stercolite. Voilà, il faut que vous le connaissiez, pas besoin d'inventer. Vous voyez qu'ici l'appendice il est dilaté, ok, dilatation de l'appendice qui va être supérieure à 6 mm. Parfois, comme ici, vous avez les mesures avec un appendice qui fait 1,1 cm et ici qu'il est inférieur à 6 mm, mais voilà, c'est pas toujours le cas. Si vous avez un appendice qui est dédifférencié, donc ici vous voyez les différentes parois et les différentes couches de l'appendice avec la musculeuse, sous-muqueuse, etc., etc. Ici, on voit qu'il est complètement dédifférencié avec un stercolite en son sein, un aspect hyper échogène autour des tissus qui sont environnants. Donc, ça traduit bien sûr une appendicite aiguë. Voilà. Donc, pareil, ici, appendice normal et hop, en distalité avec un aspect dédifférencié. Un stercolite hyper échogène avec un cône d'ombre postérieur qui n'est pas toujours facile à voir, mais voilà, avec un aspect hyper échogène des tissus aux alentours. Appendice dilaté, dédifférencié avec infiltration de la graisse est égal à appendicite aiguë, surtout chez un patient qui a mal avec un Murphy. Non, Murphy c'est plutôt dans la cholécystite. Ok, voilà, donc là, appendice proximal normal, appendice distal plus dilaté qui est supérieur à 6 mm avec un aspect, vous voyez, de la graisse qui est plus hyper échogène. Voilà, donc ça c'est vraiment l'aspect classique d'appendicite aiguë que vous devez connaître. Image pareil, on voit bien le stercolite, le cône d'ombre postérieur et avec un aspect dilaté de son appendice. Le but, on peut également le voir en scanner avec un appendice qui va être encore un petit peu plus gros parce que voilà, donc on va avoir un appendice qui est supérieur à 8 mm en termes de diamètre avec, comme je vous ai montré, une infiltration de la graisse périphérique qui va traduire l'inflammation et on peut également apercevoir le stercolite au niveau de la base. Donc là, vous avez le bas-fond sécal avec l'appendice qui va en ressortir ici, le stercolite qui est coincé ici et là, l'aspect d'amont qui est rétentionnel qui va commencer à s'infecter, s'inflammer et donc qui va traduire l'appendicite aiguë. On le voit ici dans un autre plan avec vraiment une appendicite classique. Ok, donc ça, connaissez bien ce signe avec l'infiltration de la graisse qui est noire ici et la graisse qui est infiltrée ici avec une structure qui est tubulée, donc jusqu'à là, rien de bien compliqué. Ce qui va être intéressant de chercher, ce sont les complications de l'appendicite aiguë avec, donc on va se mettre ça ici, avec, hop, je vais me remettre sur l'appendicite, comme ça je vous montre en même temps les différentes complications. Donc en termes de complications, vous avez plusieurs éléments. Vous pouvez avoir le phlegmon. Donc le phlegmon, c'est pas toujours facile à bien discerner, mais le phlegmon correspond à une infiltration exagérée de la graisse autour de l'appendice. Donc ça veut dire qu'il commence à y avoir vraiment une réaction inflammatoire très importante autour de l'appendice. Donc si vous avez une infiltration qui est légère, qui est classique autour de l'appendice, vous pouvez dire appendicite aiguë non compliquée. Si vous commencez à avoir une infiltration très importante, on peut commencer à parler de phlegmon. La deuxième complication, ça va être l'abcès périappendiculaire, donc souvent quelque chose qui va se perforer, mais qui va la perforation va rester contenue, donc c'est un aspect perforation contenue. Voilà, donc quand on a un abcès, on a vraiment un niveau liquide aérien à l'intérieur, donc là on a une stercolite avec vraiment du liquide, ici de l'air, d'accord? Donc on a vraiment quelque chose avec des parois, donc on a vraiment un abcès au niveau de l'appendice. Donc c'est bien de chercher ça. Qu'est-ce qui va nous permettre de le dire? Ben, c'est ça, c'est ces parois de 1, le niveau liquide air, hydroaérique, et donc ce niveau-là nous permet de dire qu'il est lié à un abcès. Ici c'est un petit peu plus compliqué, on a l'impression de voir peut-être un niveau hydroaérique, mais on a l'impression d'avoir de l'air également qui est extra-digestif, donc c'est pas toujours facile de faire la différence. On vous dit que classiquement il n'y a pas de pneumopéritoine dans l'appendicite aiguë, mais s'il y a une perforation de la base de l'appendice avec notamment de l'air qui va sortir de la base du sécom, eh ben, on peut avoir un pneumopéritoine. Donc classiquement, si c'est la pointe de l'appendice qui va se perforer, pas vraiment d'air, mais si c'est au niveau de sa base et que on a de l'air du sécom qui sort, on peut avoir du pneumopéritoine. Ok, donc voilà. C'est important de le savoir. Ici, on voit qu'il y a une grosse infiltration ici autour du sécom, donc probablement une appendicite compliquée avec un niveau liquide air, d'accord, sans vraiment de paroi. Donc on pourrait penser entre l'abcès et une perforation appendiculaire. C'est pas toujours facile de faire la différence. C'est surtout les différentes coupes qui vont nous aider. Voilà. Ok, donc appendicite aiguë, c'est important de chercher l'abcès ou bien la perforation. Je pense qu'on vous mettra des images qui sont assez caractéristiques, avec soit vraiment un vrai abcès avec une vraie paroi et un niveau air liquide, ou bien vraiment des petites bulles d'air qui sont vraiment extra digestives et qui vont vous permettre de faire la différence entre un abcès et une perforation. Ok, voilà un petit peu pour l'appendicite aiguë.
C'est important de connaître les aspects en scanner. En échographie, c'est beaucoup plus compliqué de voir les complications. Ce sera surtout le scanner qui nous permettra de faire la différence entre les différentes formes. Ensuite, vous devez connaître aussi la cirrhose, qui est une pathologie digestive classique. Donc, la première complication de la cirrhose, ça va être l'acide. Donc, vous allez permettre de voir l'épanchement acétique en interrance comme ça en échographie, donc avec vraiment la vessie et de l'épanchement liquidien autour. Et là, quand vous regardez ici, vous avez vos anses avec du liquide qui va les entourer, donc qui va mouler la paroi des différentes anses digestives. Et donc vous voyez ce liquide qui est hypoéchogène. Vous le voyez également en périhépatique avec ici la vésicule biliaire et ici le foie, et avec ici un épanchement important qui va signer voilà l'épanchement acétique. Donc ça se voit en échographie et ça se voit également en scanner avec voilà, vous voyez un foie qui est dysmorphique. Avec ici une grosse lésion de CHC, mais un énorme épanchement liquidien acétique. Donc ça peut être bien de faire une ponction d'acide sous échographie pour bien vérifier l'endroit où il y a le plus d'épanchement pour éviter de percer une anse, mais pour être sûr que vous avez de la marge. Et également le scanner qui va nous permettre de confirmer l'épanchement, même si le scanner n'est pas un examen dédié pour recherche d'acide, parce que c'est beaucoup plus facile et non irradiant à l'échographie. Okay, donc quand on fait un scanner pour un CHC ou pour une cirrhose, on peut voir l'épanchement, mais ce n'est pas l'examen qui va vous permettre de le rechercher. Comme on voit qu'on a un épanchement qui est liquidien. Vous avez compris que si on prenait un ROI à l'intérieur entre 0 et 20, voilà, épanchement liquidien déclive. Vous voyez qu'il n'est pas plus important ici. Il est plus important ici que là, donc c'est bien quelque chose qui est déclive et qui va prédominer au niveau des gouttières parétocoliques, au niveau du cul-de-sac de Douglas, sauf que lorsqu'il est très important, il va être dominant de partout. Ok, voilà. Ensuite, en termes de cirrhose pure, on va essayer de la suivre tous les 6 mois avec une échographie pour rechercher de 1 des CHC, donc des lésions, peut-être intrahépatiques, qu'on va ensuite caractériser par scanner ou par IRM, qui, on le verra juste après, quand ils ont une prise de contraste artérielle avec un lavage tardif, nous allons pouvoir poser le diagnostic de CHC. Mais le but de l'échographie dans la cirrhose, ça va être de voir les complications qui sont à type d'hypertension portale avec l'acide, d'accord, donc de caractériser ça, et également de faire des mesures en Doppler pour voir un petit peu à quoi ressemblent les vaisseaux, et notamment on va le voir, donc ça c'est un scanner pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'acide et la dysmorphie hépatique. Donc dysmorphie hépatique avec des contours qui sont bosselés, une atrophie du foie droit, même si c'est un petit peu compliqué des fois à voir, atrophie du foie droit avec atrophie du segment 4, hypertrophie du segment 1 et du foie gauche comparativement, avec bien sûr des splénomégalies, on va le voir juste après. Mais voilà, retenez surtout cet aspect de foie bosselé qui correspond à une dysmorphie hépatique. Et le but à l'échographie, ça va être un petit peu de prendre des mesures et de chercher des signes d'hypertension portale. Donc avec une augmentation du diamètre du tronc porte supérieur à 13 mm, avec une diminution des vitesses portales, même si on parle d'hypertension portale, les vitesses portales vont commencer à diminuer, d'accord ? Parce que le flux porte n'arrive pas à aller à l'intérieur du foie qui devient trop dur, et donc il va se dilater et il va finir par devenir hépatofuge. Donc on vous montre ici avec une sonde qui est là, et normalement qui est censée voir le tronc porte qui arrive. D'accord, le tronc porte qui arrive, et au lieu d'arriver et d'être bien rouge, là il est bleu, donc on a vraiment un tronc porte qui devient hépatofuge. Ok, donc c'est important de comprendre ça. Ici, vous avez un scanner qui va vous montrer une hypertension portale avec une splénomégalie homogène importante et beaucoup de voies de dérivation portosystémique avec des veines qui sont dilatées. Ici, on a probablement une reperméabilisation de la veine ombilicale avec ici un petit épanchement acétique périhépatique, ici de faible abondance, mais voilà, on a des signes avec vraiment ici une très grosse rate, des voies de dérivation, et on le voit ici avec des très grosses voies de dérivation qui sont portosystémiques, avec des varices périœsophagiennes qui vous font comprendre que le patient est à risque de saignement intradigestif. Le patient ici avec des voies de dérivation qui peuvent être périgastriques est également à risque de saignement digestif. Donc c'est tout l'enjeu de ces patients, de voir les voies de dérivation, de pouvoir aller les clamper, les sécuriser par les gastro-entérologues, et de faire un petit peu la cartographie aussi de ces différentes voies de dérivation. Ok, donc là on les voit bien avec périgastrique. Ici, il n'y en a pas vraiment périœsophagien, mais si on remonte, peut-être qu'il y en a. Et voilà, avec ce foie qui est dysmorphique, un petit peu d'épanchement et une grosse rate. Donc on a tous les signes d'hypertension portale classique. Et vous verrez au passage qu'on a une petite sonde nasogastrique qui est ici en train de boucler dans l'estomac. Ok, voilà, donc là pareil, je vous montre splénomégalie avec beaucoup de voies de dérivation qui sont très périgastriques, qui sont extrêmement importantes. Voilà, ici avec le foie qui est bien bosselé. Donc en scanner, on peut facilement faire la cartographie. Les patients sont suivis régulièrement en échographie pour rechercher les CHC, mais en scanner, c'est également le cas en recherchant des CHC et en faisant le bilan un petit peu de cette hypertension portale.
Voilà. Et en parlant de CHC, là voici les images classiques d'un patient avec un foie qui n'est pas vraiment dysmorphique, on ne le voit pas vraiment. J'aurais pu vous mettre une image un petit peu plus caractéristique, mais ça n'empêche pas que sur un patient qui est cirrhotique, avec une cirrhose prouvée, que ce soit en scanner ou bien par ponction ou je ne sais quoi. Quand on a un nodule, vous voyez le temps vasculaire ici, avec une aorte qui est bien rehaussée, donc un temps artériel, vous voyez un nodule qui va être hypervasculaire et qui va complètement se laver au temps portal. Donc c'est vraiment la cinétique classique. Quand vous avez hyper artériel et lavage au temps tardif, vous avez un CHC qui est posé diagnostiquement en scanner. Pas besoin de faire de biopsie ni rien, vous avez un CHC. Ok, voilà, donc c'est important un petit peu de comprendre ça. Tout le monde connaît le CHC, prise de contraste artérielle, lavage tardif. Voilà, donc je vous invite aussi également à regarder d'autres images de CHC, c'est toujours assez caractéristique. Parfois ils sont très gros avec des envahissements portes et des thromboses portes. Ça peut arriver avec des envahissements veineux, des choses comme ça. Ça reste, ça à mon avis, je ne sais pas si on vous montrera ça parce que c'est des choses qui sont difficiles, les diagnostics sont difficiles, mais comprenez que voilà, c'est vraiment ce nodule qui est classique et qui peut donner des complications, un type de thrombose porte vraiment tumorale. Ok ? Voilà. On va passer ensuite à la sigmoïdite qui est une pathologie qui va y avoir d'abord une classification selon INSHE, d'accord, donc c'est la classification des différentes sigmoïdites avec le type de complications et nous on va faire un scanner pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc quand on fait le scanner, on va pouvoir voir déjà la différence entre la diverticulose qui signe juste la présence du diverticule et la diverticulite qui elle nous montre la présence de diverticules qui sont inflammés. Donc comme toujours en imagerie abdominale, ce n'est pas très compliqué, il suffit de faire un scanner et vous voyez un côlon qui est diverticulaire. Donc là vous voyez un côlon vraiment diverticulaire avec plein de petites déhiscences de la paroi, des diverticules qui présentent une infiltration de la graisse autour de ces diverticules. Donc infiltration de la graisse autour d'un côlon qui est diverticulaire, ça donne une diverticulite. Ok, donc vous posez le diagnostic de diverticulite en simplement voyant une infiltration de la graisse autour de diverticules et ensuite vous allez pouvoir voir si elle est compliquée ou pas. Donc si c'est juste comme ceci, il est non compliqué, donc c'est un type 1, mais après on peut voir des perforations avec des bulles d'air qui sont extra-digestives, d'accord, des pneumopéritoines qui sont soit extra-digestives, soit qui peuvent se trouver dans le méso. Voilà, donc là on voit qu'il y a une perforation avec vraiment une bulle d'air qui devient extra-digestive. On voit que la paroi ne contient plus l'air, donc là c'est extra-digestif, là aussi avec la paroi et une bulle d'air ici. C'est pas toujours facile sur une image fixe, mais je pense que les questions d'internat essaieront de vous orienter vraiment sur cette cause et juste essayer d'avoir l'œil de la bulle d'air qui est extra-digestive. Ok, voilà. Après, on peut avoir l'abcès qui est périsigmoïdien et vous voyez la différence entre la petite bulle d'air que je vous ai montré juste avant et là le côlon sigmoïde qui est diverticulaire, qui est infiltré autour avec vraiment cette infiltration ici de la graisse et avec là quelque chose qui a une vraie paroi. Donc vous voyez que la bulle d'air n'est pas extra-digestive, il y a une vraie paroi avec un niveau liquide air et donc ce niveau liquide air signe la présence d'un abcès. Voilà, donc l'abcès c'est vraiment une collection qui est avec de l'air à l'intérieur du liquide et donc où les bulles ne sont pas, elles sont extra-digestives effectivement, mais elles sont collectées au sein d'une vraie collection. Voilà, donc ceci nous fait penser à un abcès périsigmoïde. Ok, voilà. Et après, on peut avoir des autres complications qui sont la péritonite purulente si on a une vraie perforation avec du contenu digestif, du contenu sigmoïdien qui va se mettre à l'intérieur du péritoine. Donc ça va donner voilà, des contenus granités avec des matières fécales à l'intérieur, un rehaussement très important des feuillets péritonéaux qui va signer la péritonite. C'est assez rare, mais nous avons déjà vu. On pourra faire un point spécifique dédié sur les complications sigmoïdiennes où je vous montrerai ce genre d'image. Mais voilà, comprenez que ça existe également. Et on peut avoir aussi ce qu'on appelle les pyéléphlébite. Donc c'est des thromboses veineuses secondaires à l'inflammation, à l'infection au niveau sigmoïdien qui va faire vraiment des thromboses et des veines et ces thrombus peuvent remonter directement dans le foie avec le thromporte, d'accord, le thromporte qui va arriver, qui va être thrombosé et qui peut donner des emboles septiques intrahépatiques avec des abcès intrahépatiques. C'est assez rare, mais si on vous montre une image de sigmoïdite compliquée avec des abcès hépatiques, essayez de penser au diagnostic de pyéléphlébite. Voilà, c'est non pas classique parce que c'est assez rare, mais c'est une complication qui peut arriver et que vous devez avoir au moins en tête, histoire de ne pas tomber des nues face à un dossier qui peut être un petit peu farfelu. Ok, voilà. Ensuite, on va vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'hémorragie digestive. Donc, normalement, c'est plutôt la coloscopie qui doit être réalisée comme examen, mais on peut également réaliser un scanner pour localiser un petit peu cette hémorragie et voir s'il n'y a pas des branches qu'on va pouvoir emboliser, des choses comme ça. Donc, quand vous êtes ici, vous faites un scanner au temps artériel où on voit un petit fuite de produit de contraste à cet endroit-là
et lorsqu'on réalise un temps qui est un petit peu plus tardif, on voit que la fuite de produit de contraste se majore au temps tardif. Donc ça, le fait qu'on ait un petit peu de produit de contraste qui sort au temps réel et qui va se majorer au temps tardif, signe le saignement actif, et donc voilà, ça nous permet de voir. Là on voit qu'on est au niveau du côlon sigmoïde qui par ailleurs est diverticulaire. Donc côlon sigmoïde diverticulaire, on a une hémorragie digestive basse, donc soit on va aller maîtriser l'hémorragie en rectosigmoïdoscopie, soit on peut le faire en radiologie interventionnelle, mais vu que c'est des petites branches, ça peut être parfois plus compliqué. Ok, là c'est pareil, on est au niveau de l'estomac et on voit que donc on a notre estomac qui est ici et on voit un saignement actif à cet endroit-là, donc probablement un saignement actif sur un ulcère qui va venir un petit peu éroder une des artères qui passe au contact, d'accord. Et donc on a un saignement actif ici, soit c'est l'endoscopie en première intention qui va venir traiter ce saignement, soit ça peut être la radiologie interventionnelle si vraiment le saignement n'arrive pas à être tari par les gastroentérologues. Ok, voilà, là c'est pareil, on a ici au niveau plutôt donc ici plutôt deuxième duodénum, premier deuxième duodénum, avec probablement pareil un ulcère qui va venir faire sortir du produit de contraste à cet endroit-là et qui va se majorer au temps tardif. Donc fuite de produit de contraste au niveau d'un organe digestif signe le saignement actif. D'accord, donc vous devez juste chercher cette fuite de produit de contraste qui va se majorer au temps tardif et qui signe le saignement actif comme nous l'avons vu ici et là. Voilà, donc ce qui est important c'est d'avoir plusieurs temps qui nous permettent de vraiment montrer une fuite plus la majoration. Des fois, vous n'allez avoir qu'une seule image comme ce que je vous montre ici, mais le mieux, ce serait d'avoir plusieurs images. Et nous, quand on est en scanner, on essaie d'avoir plusieurs images pour rester pertinent et pour montrer que vraiment on a une fuite qui se majore, qui veut dire que le saignement est bien actif. Ok, voilà. Ensuite, en termes de pathologie qui est important à connaître, ça va être l'ictère. Et l'ictère, on va chercher une cause qui est vraiment obstructive biliaire. Et donc, on peut trouver une dilatation des voies biliaires avec une échographie qui peut montrer une dilatation de la voie biliaire principale. Quand vous voyez des images d'échographie comme celle-ci, ce qui va vous permettre de savoir que c'est bien la voie biliaire et pas le tronc-porte, c'est lorsqu'on met du Doppler, on va voir qu'il n'y a aucun flux à l'intérieur. Donc quand il n'y a aucun flux à l'intérieur, à moins que ce soit le tronc-porte thrombosé, mais c'est quand même assez rare, on montrera une voie biliaire principale dilatée. D'accord ? Donc quand on voit quelque chose qui fait à partir de 7-8 cm, 7-8 mm, pardon, on peut penser à une dilatation de la voie biliaire principale. D'accord ? Donc là, ici, c'est assez simple. En intrahépatique, on voit des hypodensités intrahépatiques qui signent la dilatation des voies biliaires intrahépatiques avec une voie biliaire ici principale qui est dilatée. Au passage, on peut voir qu'au niveau du canal pancréatique principal, on a également une voie biliaire qui est dilatée. Donc voilà. Simplement rechercher, je vous montrerai également des photos de dilatation des voies biliaires intrahépatiques, mais grossièrement, ça ressemble vraiment à des hypodensités qui sont comme ceci. Autour, là, qui suit les vaisseaux, vu que les voies biliaires vont suivre les vaisseaux, vous avez le long des vaisseaux une dilatation hypodense, comme ceci. Il faut faire attention, vous pouvez avoir des fois des œdèmes périportaux qui vont être tout autour des vaisseaux, alors que là, c'est un rail qui va suivre le vaisseau. Alors que l'œdème périportal, lui, ça va être vraiment une hypodensité qui va être autour du vaisseau. D'accord ? Donc faites bien la différence entre l'hypertension, entre la dilatation des voies biliaires intrahépatiques ou bien de l'œdème périportal. Ok, voilà, si on met œdème périportal, vous voyez que ça ne va pas avoir exactement la même tête. On va se mettre ici et en scanner. Voilà, donc l'œdème périportal, vous voyez, c'est de l'hypodensité, mais elle est vraiment autour des vaisseaux, alors que dans la dilatation des voies biliaires, c'est vraiment un rail et un deuxième rail qui est hypodense, qui est autour. Donc vraiment, attention à faire la différence entre ces deux entités, qui là, c'est vraiment le vaisseau plus dilatation à côté, alors que l'hypertension portale, c'est plutôt vaisseau et hypodensité autour. Ok, voilà. Ensuite, recherche de calcul biliaire. Donc on peut avoir l'échographie qui est très sensible, qui va nous permettre de voir une calcification comme ceci, donc un calcul calcifié ou non, mais on va voir ce calcul sous forme d'une hyperéchogénécité avec un code d'ombre postérieur qui va empêcher finalement les ondes du ultrasonore de passer juste après. Donc on a vraiment ce code d'ombre postérieur. On peut le voir au sein de la vésicule biliaire, on peut le voir au sein de la voie biliaire principale. Voilà. Le but c'est de voir ça. Des fois malheureusement avec les patients qui sont un petit peu gros, avec des patients où on ne peut pas toujours passer, on n'arrive pas à voir tout le temps ces calculs, mais la meilleure examen pour voir les calculs de la vésicule biliaire c'est l'échographie. Et voilà, en termes de sémiologie c'est pas très compliqué, on a vraiment quelque chose d'hyper échogène, donc image hyper échogène arrondie avec le code d'ombre postérieur. Ok. On peut faire également une IRM en Billy 3D. Donc là, c'est une IRM reconstruite avec uniquement opacification. C'est pas besoin d'injecter. On a fait une séquence spécifique qui permet de voir la voie biliaire principale et les voies biliaires intrahépatiques. Et on va avoir les images en hyposignal qui sont moulées à l'intérieur de la voie biliaire principale avec la vésicule biliaire et la voie biliaire principale que vous voyez qui est dilatée d'aspect un petit peu irrégulière avec une dilatation des voies biliaires intrahépatiques d'amont. Voilà. Et en scanner, c'est pareil. Vous voyez des images en hyper densité, hyper dense spontanément,
injecter ou pas, ça ne sert à rien, ça change rien. Le but c'est de voir simplement des images en hyperdensité spontanée. Elles peuvent être compliquées ou pas. Vous pouvez avoir des calculs dans la vésicule biliaire sans qu'il n'y ait de complications au sein des voies biliaires intra-hépatiques ou bien de cholécystite. Donc voilà, vous pouvez avoir des calculs sans que ce soit spécifiquement compliqué. Par contre, quand vous avez des calculs dans la voie biliaire principale, comme ceci, là vous êtes obligatoirement compliqué. Vous comprenez la différence? Ils peuvent rester dans la vésicule sans se bloquer, alors que ici, quand ils sont dans la voie biliaire principale, ça veut dire qu'ils sont compliqués. Voilà. Donc ça, c'est important. Il y a plusieurs types de calculs. Il y a des calculs de cholestérol, il y a des calculs mixtes, il y a des calculs pigmentaires. Vous comprenez qu'il y en a plusieurs, qu'ils sont entre guillemets tous visibles en échographie et qu'en scanner, on ne les voit pas tous, notamment ceux qui sont vraiment de cholestérol, qui sont plutôt hypodenses. Donc voilà. Ici, vous voyez des calculs qui sont plus hypodenses, qui sont plus facilement visibles en échographie. En scanner, des fois, si c'est très liquidien, ben, on peut ne pas les voir à l'intérieur. Des fois, on les voit, des fois, on ne les voit pas. Voilà. Comprenez qu'en scanner, on ne voit pas tous les calculs. En échographie, on les voit à peu près tous. Ok, voilà. Là, la complication évidemment des calculs à l'intérieur de la vésicule, c'est la cholécystite. Et comme je vous ai montré, comme toujours, le signe classique, c'est vous voyez la graisse ici, elle est normale, et la graisse ici, autour de la vésicule biliaire, elle est infiltrée avec vraiment une vraie infiltration périvésiculaire. Vous n'êtes pas obligé de voir des calculs à l'intérieur de la vésicule pour dire qu'il y a une cholécystite. Parfois, le calcul est passé, parfois il n'y a pas de calcul, donc ça va dépendre. Mais quand vous voyez une vésicule qui est très infiltrée autour avec des parois qui sont épaissies, on voit ici que les parois sont un petit peu hypervasculaires avec un peu d'épaississement pariétal, plus de l'infiltration périvésiculaire, permet de poser le signe de cholécystite aiguë. Vous avez un signe également qui est assez intéressant. Ici, il n'est pas très marqué, mais il mérite d'être souligné. Vous avez un temps artériel et vous avez une hyperartérialisation du parenchyme hépatique au contact. Ça veut dire qu'il y a une inflammation du parenchyme hépatique au contact de la cholécystite. Et quand vous voyez un temps artériel avec vraiment juste au contact un parenchyme hépatique qui est plus hyperartériel, ça peut permettre de poser le diagnostic également de cholécystite avec un faisceau d'arguments. Si vous avez une infiltration plus une hyperartérialisation, vous êtes quasiment sûr d'avoir une cholécystite. Ok, voilà, donc là, ça c'est issu un petit peu de ce que je montrais des fois sur Insta avec un calcul de la vésicule de la voie biliaire principale, une voie biliaire principale qui est dilatée, un scanner qui a été réalisé sans injection parce que c'est pas nécessaire d'injecter, et vous voyez, voilà, la voie biliaire principale dilatée en amont du calcul, si on mesure, on est à plus de 8 mm. Ok, voilà. Par contre, ce qui est important, c'est que vous pouvez voir une dilatation de la voie biliaire principale et vous pouvez voir les calculs au sein de la voie biliaire principale, mais si vous voulez voir une dilatation des voies biliaires intra-hépatiques, vu qu'il faut du contraste entre l'hypodensité des voies biliaires et le reste du parenchyme hépatique, c'est important d'injecter le scanner pour voir ces dilatations des voies biliaires. Donc ce que je vous ai montré ici, là, il faut injecter le scanner. Vous voyez qu'ici il y a de l'iode dans l'aorte, ici il y a de l'iode dans les reins, donc on a bien un scanner injecté, ça nous permet de faire ressortir la dilatation des voies biliaires. Ici probablement que à cet endroit-là les voies biliaires intra-hépatiques étaient dilatées, parce que ici c'est dilaté et là il y a un calcul, donc il n'y a pas de raison qu'au sein des voies biliaires intra-hépatiques ne soient pas dilatées, mais on ne le voit pas car les hypodensités des voies biliaires ne sont pas mises en exergue et ne sont pas montrées en termes de contraste par rapport au reste du parenchyme. Donc c'est important d'injecter si vous voulez voir une dilatation des voies biliaires intra-hépatiques. Ok, voilà. Ensuite, en termes de pathologie que nous pouvons explorer en scanner et également en IRM, on verra que c'est important de faire des IRM chez ces patients-là parce que souvent ce sont des patients jeunes qui vont avoir de multiples explorations. Donc, vous allez voir la maladie de Crohn avec un aspect qui est, on appelle ça un aspect peigné, tout simplement parce que les mésos sont inflammés par voilà, l'inflammation qu'il va y avoir au niveau du tube digestif. Et donc, vous voyez cet aspect peigné avec vraiment les vaisseaux qui ressortent au niveau du méso. Donc, les vaisseaux à l'intérieur du méso sont hyper artérialisés, donc ça donne un aspect vraiment en peigne, avec une anse iléale ici qui est épaissie, d'accord, on voit un petit peu d'infiltration de la graisse périphérique, donc on a vraiment une espèce d'iléite, enfin c'est pas une espèce, c'est une vraie iléite, avec épaississement pariétal, aspect peigné des mésos, et également une petite infiltration péri-iléale. Donc là on a vraiment une iléite classique. Ici, dans le plan coronal, c'est intéressant d'avoir le plan coronal pour bien voir ce banc foncécal et la dernière anse qui va en ressortir. Et pareil, on voit un aspect épaissi, un aspect, là on voit pas le méso parce que c'est pas le bon plan de coupe, mais on voit vraiment cet aspect épaissi, épaississement de ses parois avec un aspect un petit peu rétentionnel de l'anse iléale en amont. Donc ça c'est l'aspect classique dans une maladie de Crohn. On peut également faire des IRM, que ce soit anal, pour voir un petit peu des signes de fistule. Donc pareil, pas très compliqué, la fistule, vous voyez le canal anal ici. On ne voit pas la fistule partir parce que le plan de coupe ne permet pas de voir tout, mais on peut voir la fistule sous forme d'hypersignal T2 ou bien un trajet fistuleux qui prend le contraste en gadolinium en T1. Vous voyez un hypersignal T2 liquidien qui va, là il est très gros, c'est un TGV, on voit vraiment un trajet fistuleux qui va partir au niveau du sillon interfécié. Donc ici vous avez les sillons interféciés, vous avez de la partie gauche du sillon interfécié, vous avez un trajet fistuleux qui va en ressortir.
Voilà, donc important de connaître cet aspect-là parce que c'est classique. Et là, pareil, c'est en scanner, on a un petit peu balisé le tube digestif, on a mis du produit de contraste à l'intérieur pour bien mouler les parois. Et vous voyez vraiment cet aspect peigné avec les vaisseaux qui sont hyper rehaussés, une infiltration importante des mésos et du côlon, enfin du sigmoïde, pardon, des ancillaires, de cet ancillaire. Donc là, on a vraiment une très grosse iléite terminale avec cet anse qui va probablement rentrer ici au niveau du sécom. Donc une très nette infiltration de l'iléon. Voilà, donc ça c'est un aspect classique de la maladie de Crohn avec une anse iléale. Vous pouvez avoir des aspects de pancolite également, mais c'est important de bien connaître cet aspect et ça retient la sémiologie classique que vous avez avec un épaississement pariétal, un aspect peigné des mésos et une infiltration de la graisse périphérique. Vous avez tous les signes pour poser le diagnostic d'une iléite et chez un patient qui est jeune avec qui a des troubles du transit, etc. Vous avez quelque chose comme ceci. Ok, voilà. Après, on peut faire des IRM qui permettent de ne moins irradier le patient. Là, je vous montre une deuxième fistule qui, pareil, on ne voit pas très bien d'où ça part, mais vous voyez que quand il y a quelque chose qui est au niveau du sillon interfessier chez un patient qui a la maladie de Crohn, c'est bien, voilà, une fistule anale. Voilà, et après pareil, là on est en IRM en coronal et on voit ici un aspect un petit peu épaissi, infiltré du sécom et de la dernière ancillaire, donc c'est pareil, c'est maladie de Crohn. On voit que le reste du côlon n'est pas particulièrement inflammé, mais dans cette... là on voit que c'est plutôt une IRM qui n'est pas injectée parce que quand on voit les veines hépatique, il n'y a pas d'injection, mais on peut l'injecter dans un deuxième temps pour mettre en exergue et bien montrer cette inflammation qui n'est pas présente dans ce cas-ci en termes d'injection, mais on voit que l'aspect de la dernière anse, elle est dilatée, elle est épaissie avec pareil un aspect un petit peu peigné des mésos, donc on peut l'explorer en scanner et également en IRM.